Après une journée de farniente, les touristes commencent à investir le centre-ville de Palavas. Il est 21 h. L'équipe de Gilles Adouche prend son service. En été, les policiers municipaux travaillent 24 heures sur 24. Ce soir, ils sont en alerte. Un adolescent a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il est disparu. En fait, sa mère n'a pas de nouvelles de lui depuis 10 ans ce matin. Il est mineur. Il a des copains ici? Ils sont pas là-bas? On sait pas, c'est marché à des jeunes? Non, en fait, il est avec un forain. De là, ouais? De Palavas, ouais. Et donc, sa mère a cherché le forain, mais elle n'a pas retrouvé. Gilles prend contact avec la mère du jeune homme. Au cas où il réapparaisse dans la nuit, vous nous appelez, on fait 24 heures sur 24, donc vous pouvez nous appeler à n'importe quelle heure. Voilà, si vous le voyez ou si vous savez où il est, vous pouvez nous appeler. Bon, bah écoutez, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à appeler. Hein? Je vous en prie. Bonsoir, madame. Les indices sont minces. Seule information, le garçon s'appelle Aurélien, il a 17 ans, et la dernière fois qu'il a été aperçu, il était en compagnie d'un forain. Les policiers patrouillent vers la foire. Ils espèrent récolter les témoignages des personnes susceptibles d'avoir vu l'adolescent pour la dernière fois. Bonsoir. On cherche un mineur. On cherche? Un mineur qui a fugué. Ah, du tout? On voit tellement de monde, hein. Bah ouais, c'est pour ça. Non, mais avec un mec de la foire. Un gars qui aurait travaillé pour les forains. Ah, c'est quoi, il a travaillé pour la foire? Non, non. Pas lui. Il est parti avec un gars qui aurait travaillé. Ah bon? Un gars qui aurait travaillé 2 ou 3 jours, et ce gars, ce mineur serait parti avec lui. Ah ouais, non, c'est pas... Un petit mineur qui est en fugue, ses parents sont sur un camping. Il aurait été vu à la foire. Vous mettiez au fond plutôt. Parce que des fois, ils prennent quelqu'un pour nettoyer ou des fois qu'ils les demandaient, voilà. Enfin, nous? Non, moi je l'ai pas vu. Il n'a pas demandé, je ne l'ai pas vu. Bon, bah, on ne sait jamais si vous entendez. Oui. Personne ne semble avoir remarqué l'adolescent, ni l'homme censé l'accompagner. La photo ne leur dit absolument rien. Donc, Le fait d'en avoir parlé déjà, on va avoir du retour. Hein. Oui. On va avoir du retour. C'est le but, hein, on attend le retour, l'élément qui va faire que la gendarmerie puisse avoir un début d'enquête, bien sûr, oui, tout à fait. Depuis 12 heures maintenant, Aurélien n'a pas donné signe de vie. Deuxième jour sans nouvelles d'Aurélien. Sa mère et son grand-père signalent sa disparition à la gendarmerie. Les gendarmes ont davantage de moyens d'investigation que les policiers municipaux. Ils peuvent diffuser plus largement l'avis de recherche du mineur. Justement, par le fait, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est 10 heures. Alors après, à midi, donc il n'est pas revenu manger, à 1 heure non plus. Et donc depuis 1 heure, on tournait à vélo pour essayer de le trouver dans Palavas. Et d'après vous, si tu lui as juste interdit, après tu lui as dit, après, pour la son copain ou cette relation qu'il a eue, là, ça peut l'influencer là, pour partir? Il est très influençable. Il est très influençable. Ouais. C'est ce qui nous fait plus peur d'ailleurs, parce que il est très très influençable. D'accord. Tiens, tu t'occupes là pour faire un signalement, c'est un petit message, à la limite, on va faire toute l'unité, puisqu'il y a tous les renseignements. C'est la première fois qu'il agit comme ça. Hein. Oui, c'est la première fois, il n'y a jamais eu de souci de ce genre. Parce que c'est pas son genre. Il agit de la sorte. C'est pas bien. C'est récent de toute façon. Oui, elle est de la semaine dernière. Impeccable. On va la diffuser aux collègues qui sont dehors. Ben oui, voilà, très bien, comme ça. T'as pris le message? Les recherches supplémentaires, c'est toujours plus rassurant tout de suite, obligatoirement. Bon, même s'il est grand, on se dit parfois que bon, il a 16 ans, mais bon, à 16 ans, c'est encore des enfants. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gars, on ne le connaît pas avec qui il est, là, ce gars-là, et il y a la drogue. Après, pour se nourrir, il va peut-être aller voler quelque chose. C'est ça qui m'inquiète. Et puis le reste, on ne sait pas.
Avec tout ce qui se passe maintenant, on sait plus. Il se passe tellement de choses maintenant que... il y a de quoi avoir peur, quoi. Au camping, l'oncle d'Aurélien vient prendre des nouvelles. Lui aussi a bien du mal à comprendre cette disparition. Dans un camping. Bon, et donc qu'est-ce qu'on fait là? Rien, on attend. Nous on va retourner. Ils nous ont dit quand même de continuer à chercher après. Voilà, ça c'est la tente où Aurélien... voilà. C'est la tente là. C'est la tente où il est, où le gars a passé donc la nuit. Le copain a dormi combien de temps là? Il a dormi dans une nuit. Donc il est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis vendredi, Aurélien était parti vers 10h avec lui, on ne l'a pas revu. C'est incroyable quand même. C'est vrai qu'hier on était quand même déçus, quoi, parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit avec des jeunes sur le bord de mer et tout. Et puis bon, en fin de compte, on a trouvé personne. Enfin, il n'était pas dedans. Il y avait des jeunes, mais il n'était pas dedans. Vous avez remonté les plages aussi? Oui, j'ai même été regarder les gens qui dormaient dans les sacs couchage pour voir si des fois quelqu'un y aurait prêté un sac. Et puis, mais non, il n'était pas dedans. On va continuer à chercher. Vous allez chercher comment? On va tourner comme on a fait hier, on va aller un peu partout. Là. Malgré sa fatigue et une nuit d'angoisse, Michel passe la ville au peigne fin et distribue largement l'avis de disparition de son petit-fils. Je la garde, je la laisse pour mon gardien de nuit. S'il le voit, ils vont pas... C'est un coup de fil discret. D'accord. Il n'y a pas de souci, monsieur. Du côté des forces de l'ordre, tout le monde, bien sûr, est mobilisé. Je ne l'ai pas vu. Il a disparu quand? Hier dans la journée. Hier dans la journée. Samedi 14 juillet, cela fait plus de 24 heures qu'Aurélien a disparu. Les touristes affluent en masse pour assister aux feux d'artifice et aux festivités. Pour les policiers, pas facile d'essayer de retrouver le jeune homme dans une foule aussi dense. Vu la population qu'il y a, on doit être à près à 100 000 personnes, je pense. Donc on voit par les parkings sont pleins, les rues sont pleines, les ronds-points sont pleins. Donc c'est vrai, il y a un afflux sur la plage pour aller voir le feu d'artifice. Donc voilà, surprise, on va voir comment ça va se passer ce soir. C'est l'adolescent qui a disparu, là? Oui, voilà, tout à fait. C'est pas le même que la photo d'hier. C'est vrai qu'on a une photo un petit peu différente, là. Donc on s'imprègne bien de son visage, pour pouvoir le reconnaître éventuellement. La foule s'est massée sur la plage pour attendre le feu d'artifice. Pour Gilles et ses collègues, pas question de relâcher leur vigilance. De son côté, Michel entame sa deuxième nuit de recherche et d'angoisse. Pas de nouvelles, monsieur? Rien du tout? Absolument rien. On fait le tour et puis là, ça fait un moment, je me mets là, je regarde tous les gens qui sortent. Oui, tout à fait. Nous aussi, on a fait le centre, on fait la fois. Ma fille est de l'autre côté. D'accord, il y a rien. On attend, on va voir. D'accord. Vous regardez s'il part dans un véhicule. On ne sait jamais, si vous le voyez monter dans un véhicule, vous me prenez l'immatriculation. Hein? Merci. Attends. Les heures, elles passent, et puis toujours rien, alors donc on s'inquiète de plus en plus, quoi. C'est pas facile. Pas dormi de la nuit, et là, je suis mort, quoi. On va encore attendre. Non, on n'a rien, pas de nouvelles, on n'a rien. Papa, il est au camping. Il est au camping. Il est au camping. Quel camping? Lequel? Il est au camping. Montpellier-Alpes, Montpellier. C'est où? C'est le premier camping. D'accord, mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, c'est les gars du camping qui viennent de nous appeler. Venez, venez. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Enfin, ça va être un bon dénouement, quand même. Vous êtes heureuse? Oui, Vous attendez de le voir, là? Ah bah oui, ça, c'est clair que on attend que ça serré dans les bras parce que je vais vous poser encore des questions. Là, depuis je sais pas combien de temps on est là. C'est le soulagement? C'est va être ta récompense.
Vas-y, madame. Il a dit qu'il était avec une copine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. La police municipale Palavas. Ouais, merci. On a appelé la police municipale. Bonsoir. C'est bien. Ouais, y a pas de problème. Je suis pas sauvé. C'est bon, ouais. Ça fait 2 jours qu'on te cherche. 2 jours. Bah 2 jours, je suis parti 15 jours. J'étais chez moi, j'étais avec une copine, c'est tout. Et pourquoi t'es pas venu nous voir, nous rassurer au moins, nous dire que... Ah, tu vois, Karl, on a vu la police municipale et la gendarmerie pour te retrouver. Une copine, c'est la seule explication qu'Aurélien va donner à sa mère. Il n'a visiblement pas conscience de l'angoisse et des moyens déployés pour le retrouver. Jeune homme, vous repartez avec votre maman. Vous la rassurez, vous restez avec elle. Hein. Elle s'est fait beaucoup de soucis depuis hier. Hein. Elle n'a pas dormi, donc on a été avec elle toute la nuit hier. Toute la journée, vous voyez, ce soir, on a commencé à 21h, elle est avec nous. Hein. On fait confiance. Avec plaisir. Au revoir, bonne continuation. Jeune homme, on fait confiance. Hein. Allez, C'est un problème, venez nous voir. Hein. Je suis vraiment contente, quoi. C'est un soulagement. Merci beaucoup. Je t'ai pas appelé, non? On aime ce qu'on fait. C'est prenant, hein. On arrive, on prend notre service, on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors, on a une mission de surveillance générale, bien sûr, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber, et sur qui on va tomber, et comment ça va se passer, et comment ça va se terminer, surtout. Et c'est là où c'est intéressant. Pour les forces de l'ordre, le feu d'artifice est une trêve de courte durée. Les gendarmes ont récupéré ce petit garçon, perdu dans la foule. T'étais où la dernière fois? La dernière fois que tu les as vus, c'était où? J'étais là-bas. Allez, c'est bon. Merci. Bonsoir. Attends. On a un gamin qui a perdu ses parents. Habituel. Oui, vous risquez d'avoir un appel téléphonique concernant un enfant qui a été perdu dans la foule en face du Brasilia, donc vous nous répercutez. Dès qu'ils font quelques mètres dans la foule, hop, ils sont vite hors de vue des parents et ça va très vite. Comment ils sont habillés tes parents ce soir? Mon papa, il a des lunettes et il a des cheveux longs. Ouais. Malgré le signalement un peu flou du petit garçon, les gendarmes ne tardent pas à retrouver les parents distraits. Ouais, c'est bon, on a retrouvé les parents. Donc, on peut enchaîner. Ah, très bien, bien reçu. Non, parce qu'on laisse pas un gamin comme ça, tout seul, aller voir un feu d'artifice avec le monde qu'il y a. C'est qu'il est parti. Bah ouais, mais bon, c'est à vous de le surveiller, c'est pas à nous. Hein. Oui, non mais d'accord. Merci. Allez, bonne soirée. Et faites attention la prochaine fois. Laurent, où est-ce que t'es parti là? Souriez, vous êtes fumé. Ouais. Et ce soir-là, les gendarmes n'ont pas fini de gérer le comportement désinvolte des vacanciers. L'attitude des automobilistes donne parfois lieu à des situations cocasses. Ça fait longtemps qu'elle est là? Ben oui, et depuis que je suis venue, depuis le feu d'artifice, là je suis. On a appelé la police municipale là, et puis ils vont voir s'ils peuvent éventuellement l'enlever avec une voiture à la fourrière. Regardez, je peux pas, même là je peux alors, pas. Peut-être là alors. Comment vous voulez que je parte? C'est impossible. Oh non, je veux voir qui c'est. Hein. Je vais lui dire qu'il n'a pas à se garer là, c'est tout. Il y a de la place, hein. Il aurait pu au moins se mettre là. On dirait fait exprès. Mais je suis vraiment désolée. Ah ouais, mais moi je suis coincée, je peux pas sortir. Et en plus je suis malade. Mais je suis vraiment désolée. Ben oui, mais moi aussi je suis désolée. Hein. Bon, mademoiselle, vous passez à 2 doigts de la fourrière. Je pense pas que c'était une porte à vrai dire. Ben, je pensais que c'était... Oui, ils étaient fermés et puis il y avait du monde tout le long, donc je pensais que c'était bon, quoi. Cette dame a finalement pris l'histoire avec philosophie. Mais d'autres réagissent moins bien. La standardiste du commissariat est submergée d'appels de gens furieux. Monsieur, sur le ton, là où vous venez de parler, Alex, vous venez de dire « j'ai certainement pas envie de venir vous rendre service ». Bah venez de suite, monsieur, je vous attends. Bah venez, on est ouvert jusqu'à minuit, y a pas de souci.
Il m'a dit écoutez, on paye des impôts, on vous paye, vous faites pas votre travail. Et là, j'ai dit vous commencez à le prendre sur ce ton-là, monsieur, je fais j'ai certainement pas envie de vous rendre service. Et il a dit bah j'arrive de suite. C'est ça le service public. Non, on va l'attendre. On va l'expliquer. Les problèmes de circulation commencent là. Ah bah oui, c'est que le début. Oh, mais il y a des mauvais coucheurs. C'est tout simple, c'est-à-dire que j'ai ça pour rentrer chez moi. Oui. Voilà, tellement il y a le voiture. Oui, vous avez vu dans tout Palavas toutes les voitures. Et ça, je m'en balance, ça. Et voilà, attendez, j'ai ça pour rentrer là. Voilà. Vous êtes moins large que ça. J'ouvre la porte, j'escante la bagnole. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas, attendez, sans le faire exprès, j'escante la bagnole, c'est pas mon genre. Ah, vous voulez pas bouger votre cul? Ok, restez poli. Non, attendez. Attendez. Vous n'êtes pas en état déjà. Vous n'êtes pas en état, non, doucement. Attendez. Non, je vais vous dire une chose. Vous commencez à vous calmer, monsieur, vous n'êtes pas en état de conduire, vous commencez à vous calmer déjà parce que vous n'allez pas aller chez vous. J'ai pas de voiture. Mais j'ai pas de voiture. Voilà, vous restez tranquille et vous restez correct. Si vous voulez rentrer chez vous ce soir, d'accord? Vous ne comprenez rien à rien. Non, c'est vous qui comprenez rien pour l'instant. Ah bon? Voilà. Vous avez fait des études ou quoi? Oui, tout à fait. Mais vous restez correct, d'accord? On est correct avec vous. Lesquels? Bon, monsieur, vous sortez du poste. Tu m'ouvres la porte. Sortez du poste, monsieur, sortez du poste. Sortez du poste rapidement. Sortez du poste. Sortez de là, sortez de là. Rapidement. Ramassez vos cigarettes. Sortez de là. Sortez rapidement. Attendez. Une chose. Vous avez fait quoi? Sortez rapidement, monsieur. Sortez, monsieur, rapidement. Je vous ai pas frappé? Non, moi non plus. Il y a une chose que je comprends. Oui, il faudra s'en calme. C'est pas le monsieur qui parle, c'est les quelques verres d'alcool qu'il a pu boire. Et voilà, vous voyez le résultat. Et là, demain, il va revenir, il va s'excuser, me dire « Oui, excusez-moi, j'étais pas dans mon état. » Ce qui se passe généralement sur 9 cas sur 10. « Excusez-moi, c'est pas de ma faute, j'étais pas dans mon état. » Et puis voilà. La côte languedocienne compte parmi les plages les plus fréquentées de France. Il faut dire que cette année, le climat dans les autres régions a poussé les estivants à venir plus nombreux encore sur les bords de la Méditerranée. Et pour surveiller la baignade, il y a des postes de secours tous les 800 mètres. Fidèle parmi les fidèles, Fabienne fait partie de l'équipe des sauveteurs de Palavas depuis déjà 7 ans. Le public change, les conditions météo sont jamais les mêmes, les conditions de mer sont jamais les mêmes. C'est toujours l'aventure d'être sauveteur, on prend son poste le matin, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc il y a toujours une grande inconnue et c'est ce qui stimule énormément notre passion et qui renforce aussi notre courage. Ce jour-là, il y a beaucoup de vent. La baignade est autorisée, mais dangereuse. Ces jeunes prennent des risques. Fabienne les rappelle à l'ordre. Et c'est la première vague et pas plus loin, ok? Ça va. Par drapeau jaune, normalement, les baignades des groupes sont interdites. Et c'est au chef de poste à décider s'il laisse effectivement se baigner au bord, etc. etc. Voilà, donc là, pour cette fois, je lui ai demandé de ne pas dépasser le premier rouleau. C'est toujours délicat d'interdire aux enfants de se baigner, quoi. J'installe la zone de surf, drapeau vert à disque rouge, même en Méditerranée. Wouh! C'est ce qu'on appelle une zone tampon, c'est-à-dire pour permettre aux surfeurs de s'exprimer librement. On est obligé de faire respecter une zone où les baigneurs n'ont absolument pas accès, quoi. Parce qu'une planche de surf dans une tête, c'est pas très agréable. Voilà. La plage de Saint-Pierre est la seule des environs où l'on pratique le surf. C'est aussi la plus dangereuse pour les vacanciers. Ça y est, ça monte quoi. Là, on est en configuration sud-est complète. Je prends les jumelles et tu me mates tout ce groupe-là. La houle s'est formée, voilà, c'est danger maximum, quoi. Voilà, c'est le temps à noyade. Donc la plus grande vigilance est demandée aux parents, surveiller les enfants, empêcher d'avancer dans les vagues et surtout les gens qui ne savent pas nager, s'abstenir. Mais cet après-midi, les baigneurs semblent inconscients du danger qui les menace. Malgré l'attention des sauveteurs,
À quelques mètres de là, 2 femmes sont en train de se noyer. Un maillot de bain orange flashy vers la plage, au milieu ou à gauche. Vers là-bas. Fabienne est déjà dans l'eau, prête à leur porter secours. Il faut faire vite, car à cet endroit, il y a un trou d'eau. Les baigneuses risquent d'être attirées vers le fond. Les 2 femmes ne pourront jamais regagner la plage seules. Un deuxième sauveteur vient prêter main forte à Fabienne. La jeune femme parvient à secourir la première victime sans trop de difficultés. Plus jeune et meilleure nageuse, elle réussit même à regagner la plage seule. Fabienne, elle, repart aider son collègue qui semble avoir du mal à ramener l'autre baigneuse. La femme semble totalement épuisée. Le petit groupe mettra de longues minutes avant de regagner le bord. Subitement, la femme s'écroule, elle manque d'oxygène. Il faut donc lui parler pour éviter qu'elle ne perde connaissance. Voilà, c'est bien. Sauvé. Hein? Ça va aller? Parlez-moi un petit peu. Vous êtes en vacances? Vous êtes en vacances? Monsieur Dermont est en intervention là, donc on prie de quitter le poste sauf urgence. Merci. Allez, allongez-vous. Elle est où la couverture de feu? On va voir complet au niveau du médecin. Hein. Reposez-vous tranquillement. Tu prendras un bilan de surveillance, Mathieu, s'il te plaît. Ok. Voilà, c'est bien. Vous reprenez les bonnes couleurs. C'est bien, vous inquiétez pas. Vous êtes hors de danger. C'est l'endroit le plus dangereux de la plage, vous étiez. D'accord, il y a un trou là. Vous avez vu le mal qu'on a eu à revenir? En plus, on était en train d'en parler. Quand on a vu la petite qui commençait à pas réussir à revenir, on s'est dit elle doit être dans un trou, donc on va l'aider. Vous avez eu le mal que j'ai eu à revenir avec mes palmes? C'était très long pour moi, c'était interminable le temps de retour. Parce que là, il y a un trou. Alors, ouais. Ben, pour moi, c'est opération réussie, hein, bien sûr. Mais c'était très très intense, quoi. Petit à petit, elle reprend tout doucement ses esprits. Mais bon, elle est encore assez choquée, c'est normal. Hein, la noyade, c'est terrible, hein, c'est terrible. Donc si ça peut servir de leçon à tout le monde, je crois que ce sera super. Ah bon, on a bien lutté d'abord pendant un bon moment. Ouais. Et il était temps qu'elle arrive parce que j'en pouvais plus, je partais. Pour de bon, je me laissais aller. J'en pouvais plus. J'essayais de nager, je me faisais le crawl, je faisais le crawl mais j'avançais pas. C'était horrible. Horrible. Drôle de sensation. Vous allez vous remédier alors maintenant? Bah tout de suite, demain. Ça va, elle garde le sourire. Ah, c'était dur quand même. Marie-Jeanne a eu beaucoup de chance que les sauveteurs soient intervenus rapidement. D'autres ne s'en sont pas aussi bien sortis. Cet été, à Palavas, il y a eu une dizaine de débuts de noyade et un mort. Il y a plein de bonnes choses, foutez-la bien. Et puis retournez vite nager, faites-vous. Hein? Reposez, retournez vite nager. Après cette mésaventure, Marie-Jeanne mettra plusieurs jours avant de se baigner à nouveau. Quand les interventions des sauveteurs se compliquent, les victimes sont conduites ici, aux urgences de l'hôpital de Montpellier. Ce service ultramoderne est le plus important de la région. 250 patients s'y présentent tous les jours. Pour les accueillir, 5 médecins, 7 infirmières et 9 aides-soignants présents 24 heures sur 24. Même en plein été, il y a peu d'attente. Axel vient d'arriver, victime d'un accident qui aurait pu mal tourner. Monsieur a plongé, il n'y avait pas assez d'eau.
Ah bon, comment ça s'est passé? Ah bah c'était une grande histoire d'amour, hein. Le sable et moi. Voilà. Mais il y a une rencontre ça s'est passé comme ça, monsieur et le sable. J'ai cassé le masque et j'ai fissuré, excusez-moi. Et donc j'ai fissuré, ce qui fait que le masque est rentré dedans. Et donc ça a coupé en plusieurs parties la peau. C'est pas grave. Ça cherchera les filles autrement. Ah, une cicatrice, c'est un requin marteau. M'a foncé dessus, j'ai rien compris. C'est pas toi plutôt qui a plongé comme un con? Ah si. Bonjour, je suis médecin du service. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Accident Alors, de masque? Oui, c'est ça? Ça commence à picoter, je sentais pas avant. Mais... Ça arrive souvent ces petits bobos d'été? Ah bah souvent, oui, ça c'est sûr. Mais l'été ou l'hiver, enfin des bobos, oui, ce genre de bobos, la salle 5, on connaît bien. La blessure d'Axel n'est pas très grave, mais elle est mal placée, juste sur l'arête du nez. Pour éviter toute complication, l'interne nettoie la plaie avec précaution. Tu as besoin d'autre chose, c'est bon. Tu nous appelles? Bon courage. Et pour faciliter la cicatrisation, elle applique un pansement gras. Pour Axel, avec ou sans masque, les bains de mer, c'est terminé. Il n'aura même pas le droit de s'exposer au soleil. De toute façon, il va dans rhumatologie. La rhumato, c'est en bas, là. Tu souffres pas trop, là? Hein? Tu souffres pas trop? Non, je sens rien. Les vacances commencent 3 heures bien? d'attente. Ouais. Vous pouvez me dire merci quand même. Oui, merci à toi. Ouais, de rien. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Ah, mais ça anime les vacances, hein, c'est sûr que... Oui, là pour le coup, c'était plutôt Là, calme le c'est début. bien parti. Et là, Au service des urgences, le docteur Taleb Bendiab est l'un des plus anciens. Il n'a pas son pareil pour dédramatiser les situations les plus délicates. je regarde. Ah, d'accord, Je ne ok. vous dis rien. Cet après-midi, son humour et sa patience sont mis à rude épreuve. La police vient d'amener un homme en état d'ivresse. Mais avant de le mettre en cellule de dégrisement, ils doivent le présenter à un médecin. L'homme est particulièrement récalcitrant. Bonjour, monsieur. On l'a vu il y a 3 jours, il est venu le 24 juillet pour la même chose. Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Taleb. Restez poli, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non. Est-ce que vous permettez que j'écoute un peu le cœur du client? Je suis fragile, je banne. C'est pas grave, mais je toucherai avec le stéto, comme ça, ça vous fera pas je des... banne, moi, j'ai sensibilité. Eh ben, vous allez demander... Le docteur va devoir déployer tous ses talents pour le calmer. Tu as parti gros, con. C'est vrai? Tu as parti gros. Ben oui. Intelligent, mais t'es gros. Mais ça fait rien. Le principal, que je sois intelligent. Voilà. Pour nous, il n'y a pas d'indication d'hospitalisation. Il n'y a rien qui impose à ce que vous restez avec nous. Donc, vous êtes, pour nous, libre. Après... Je t'emmerde. Merci. C'est pas grave. Mais moi, je vous soignerai quand même. Moi, j'ai toujours dit, avant de soigner quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Vous voyez, un patient, il souffre. Ce patient, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être écouté, d'être entendu, de lui donner des explications et d'essayer d'éviter qu'il souffre plus. Je pense avec le calme, le patient arrive. Mais s'il vous voit stressé comme ça, le patient, bien évidemment, ça va être une catastrophe. Je veux dire, là, comment dire, vous le maîtrisez plus. On y va? Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pour moi. Allez, au revoir, monsieur, bon courage. Tiens, t'inquiète pas. Allez, continue. Ils sont habitués avec un dauphin clair. C'est autre chose. Un nouveau patient vient d'arriver. Le médecin découvre ce qu'il n'avait jamais vu en 11 ans de service. Surtout, ne vous approchez pas de cette région. D'accord. Ok? Voilà. On va faire le nécessaire, vous restez sage. L'homme, atteint de la maladie d'Alzheimer, a tenté de mettre fin à ses jours. On va voir le bilan. Ok, je vais poser la main dessus. Je m'occupe, j'appelle le chirurgien et je reviens. Vous avez mal, monsieur? Est-ce que vous avez mal? Mal où? Aux cheveux. Non. Non. Il y a... Baissez la main. Baissez la main. Ne touchez à rien. J'ai contacté le chirurgien, donc il va vous prendre au bloc immédiatement. Pour retirer le couteau, il ne faut pas le faire comme ça. Par contre, je vais le purger, non? D'accord? Parce qu'il va l'enlever lui-même. En même temps, il va faire une exploration du ventre. C'est-à-dire qu'il va aller voir avec sa petite caméra ce qui se passe à l'intérieur du ventre. D'accord? S'il n'y a pas, s'il faut nettoyer et tout. D'accord? Donc vous n'avez rien à faire et nous, on s'occupe de tout. D'accord. Ok? Ok. Je le mets de quel côté? Dites, j'ai envie d'uriner. Eh bien, on va s'occuper de ça, il n'y a pas de problème. Parce que... Nous avons les moyens de vous soulager. Ah oui? Oui.
Une demi-heure plus tard, le patient est finalement conduit au bloc opératoire. Retour à Palavas. L'après-midi, tout le monde est à la plage. Dans les stations balnéaires, c'est durant cette période que se produisent en général les cambriolages. Il y en a un qui essaye d'aller par l'arrière. Tu vas vers là. Tu vas par l'arrière, David? Bah, Gauthier reste. C'est 17, c'est 19. Hein. Ouais. Les gendarmes viennent d'être alertés par des voisins. Un homme suspect serait en train de fouiller cette maison. Fameux. Et là, à droite. Marguerite, monsieur, bonjour. Sortez, monsieur. Sortez de là. Sortez, monsieur. Sortez. Les mains apparentes. Les mains apparentes, sortez de là. Pas de problème, je me mets là. Face au mur. Face au mur, bouge pas. J'ai rien fait de mal. Ta main, ta main. Désolé, c'est ça. Mets les mains sur le mur. Mettez les mains sur le mur. Dépêche-toi. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, monsieur. Vous avez les papiers d'identité, monsieur? Garde un œil derrière. Ouais, mais j'ai rien fait, je vous dis. Vous allez pas m'emmener. Non, on va discuter. 3 ouvertures, une à droite, 2 en face à moi. Là, on vérifie simplement le reste de la maison pour pas avoir quelqu'un qui débarquerait dans nos pattes ou qui nous prendrait à Robert. De manière à sécuriser l'ensemble de la maison pour pouvoir traiter l'individu en fait tranquillement par la suite. Depuis que je suis arrivé, ça fait une semaine, je nourris tout le monde. Alors j'ai dit, ils reviennent avec des courses. Je dis, mais vous travaillez pas ou vous avez lu les sous? Et puis je regarde dans ma banane, là, ma sacoche, il n'y a plus ma carte. C'est mon anniversaire. En réalité, l'homme est un marginal. Il y a quelques jours, il a hébergé des routards dans cette maison, laissée à sa disposition par le propriétaire. Ce sont eux qui lui ont volé sa carte de crédit avant de l'enfermer. C'est la petite gonzesse, elle a monté tout. Regardez, elle m'a enfermé et je dis comment je sors. On est venu vous aider, nous, on est venu vous aider. Bah ouais, mais regardez, sinon vous allez passer enfermé. Vous mettez les mains là, je suis pas un voleur, moi j'ai rien volé. Regardez, il y a tout, les postes, les télés. Ça c'est pour la sécurité, la vôtre et la nôtre. Maintenant, nous on est venus pour vous aider. C'est eux qui m'ont volé ma carte. Monsieur, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, ça va pas. Non, mais c'est bon, je m'en irai pas. Hein. Mais non, on le sait bien, on va retrouver votre carte. Ils m'ont piégé, les pourris. Pour les gendarmes, l'homme dit la vérité. Il n'y a eu ni effraction ni vol. L'opération est terminée. La personne va être remise en liberté? Oui, bien sûr. C'est une erreur d'appréciation du voisinage. Il n'y a pas eu d'intrusion. Il s'est entendu avec le propriétaire. Donc voilà pour nous. Okay. À Palavas, l'été, les forces de l'ordre ont rarement l'occasion de faire usage de leurs armes. Le plus souvent, elles gèrent les petites incivilités du quotidien. Bagarres, disputes conjugales et excès d'alcool sont le lot de la brigade de nuit de Giladou. Ils ont bougé? Non. Prends-la tranquillement. Ce soir-là, un homme prétend avoir été agressé par un groupe à la sortie d'un restaurant. Ah. On était tranquille. Il n'y a personne qui va parler avec eux. Vous savez quel restaurant c'est? Oui. Bon, ben ça va. Mon pote, je crois, il est plein de sang, il est par terre. Et là, on a tapé avec des, je sais pas, des pierres ou je sais pas, sur la tête. C'est des gens qui ont 40 ans, 45 ans. Ils étaient 4 ou 5. D'accord. Avec des femmes. Le jeune homme conduit les policiers sur les lieux de la bagarre. Son ami se trouverait encore là-bas, blessé. Ah, c'est là. Ah, c'est là, c'est vous. Moi, je reste. Le groupe en question est encore sur place. Monsieur. Non. Regarde, monsieur. Regarde, On sortait du biais pour la là-bas. Personne. Ouais, y a personne. Je viens là-bas, madame. Oh, qu'ils arrêtent là maintenant. Oh. Madame, s'il vous plaît. Monsieur nous a insultés. Insultés, on sort du dans la gueule. Non, mais c'est bon. Allez-y, monsieur, rentrez. Rentrez. Prends-le là-bas. La tension monte d'un cran. Il faut beaucoup de diplomatie et de savoir-faire aux policiers pour tenter de ramener le calme.
Qu'est-ce que vous pouvez faire de faire comme ça? Là, calmer les esprits, écarter. Là, c'est l'alcool. Donc, apparemment, il y a eu un échange de coups. Là, il faudra rentrer tout le monde à la gendarmerie. Là, s'il y a vraiment plainte, ils savent d'où quel restaurant ils sont sortis. Ils déposeront plainte demain et tout le monde sera plus calme. Là, dans un premier temps, il faut arrêter calmer les esprits surtout. Il faut faire preuve de calme soi-même aussi. Tout à fait. Là, il faut surtout rester très calme. Les séparer. Bon, il dit, bon, ils l'ont frappé, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de marque, donc sans bon, on les sépare, et puis demain, s'ils veulent déposer plainte, il n'y a pas de problème. Vous dormez où actuellement? On dort dans la voiture. Dans la voiture? Ouais. Ce qu'on va faire, on prend vos identités, vous allez dans votre voiture, vous vous calmez, vous dormez. Venez dans la voiture, monsieur, venez. Ferme ta gueule, venez, monsieur, venez. Ferme ta gueule, à cause de toi, à cause de toi. Monsieur, vous venez avec nous? On va à la voiture? Venez avec nous, on va à la voiture? Venez, monsieur, venez. Pour éviter une nouvelle bagarre, Gilles va les escorter jusqu'à leur voiture. Ils y passeront la nuit, en toute tranquillité. Comme ça, vous savez. Voilà. Bonsoir, monsieur. Voilà, merci. Allez, bonsoir, monsieur. Monsieur, montez dans votre véhicule. Allez, bonsoir, monsieur, bonsoir. Gilles l'ignore encore, mais la nuit est loin d'être terminée pour lui et ses hommes. 5h30 du matin, une épaisse fumée s'élève sur la baie de Palavas. Le port est en feu. Les pompiers viennent d'être alertés. Ils mettront moins de 10 minutes pour rejoindre le port. Mais déjà, les flammes ont détruit plusieurs bateaux. Et le feu continue à se propager sur les quais. Une vingtaine de pompiers luttent pour maîtriser le brasier. Les bateaux sont en plastique et la fumée qui s'en échappe est très dense et très toxique. Ce sont les policiers municipaux qui ont donné l'alerte. Gilles fait son rapport au lieutenant Bonin, le patron des gendarmes de Palavas, l'homme qui va diriger l'enquête. Puisqu'ils ont vu les jeunes partir. Le problème, c'est quand on est arrivé, il y a le bidon encore. Ils ont laissé le bidon d'essence. Il avait sur l'épaule. C'était volontaire. C'est volontaire. Hein. Ils avaient un bidon d'essence sur le dos, sur l'épaule. Et là, en partant, il nous a vus. On était à peu près à 100-150 mètres. Il a posé le bidon, il a sauté les grillages. Nous, on a couru. Le temps de sauter les grillages. Ils ont poussé le scooter. Ils ont démarré le scooter. Notre véhicule a fait le tour pour essayer de le rattraper. On a été jusqu'au rond-point de Villeneuve. Il va falloir voir à qui appartient le premier bateau qui a cramé parce que c'était orienté a priori. Tout à fait. Ah oui. Donc là, on en est à combien de bateaux là? Je sais pas, il y en a au moins 4 ou 5 là, depuis tout à l'heure. Hein. Alors que les pompiers sont en train de maîtriser l'incendie, l'enquête avance. Un bidon vient d'être retrouvé par les gendarmes. Il aurait servi aux incendiaires. Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, Gilles et ses collègues font une autre découverte essentielle. Un scooter abandonné qui ressemble à celui qu'ont utilisé les fuyards. Bingo. Bingo. On va voir si le fichier va sortir volé. Il y a les fils arrachés, on va voir s'il y a des empreintes et qui pourraient correspondre aux empreintes s'il y en a sur le bidon d'essence qu'on a pu récupérer à proximité du bateau. Mais c'est bien, l'enquête avance. Et ça, vous l'avez vu quand ça battait là? Ouais, ils ont sauté. Quand ils ont sauté, d'accord. Ils l'ont posé, ouais. Non, mais là, c'est un chercheur, non? D'accord. Et ça correspondait au scooter que tu as vu? Oui, bien sûr. En attendant que l'on puisse identifier son propriétaire, l'engin est ramené à la brigade. Au port, c'est un bien triste spectacle qui attend les propriétaires des bateaux. La plupart d'entre eux habitent toute l'année à Palavas. Un petit bout de leur vie est parti en cendres. Quand même. Non, mais là, c'est son bateau qui a cramé là. Il y en a plus. n'avancez pas, monsieur. N'avance pas, papa, parce que ça risque de tomber. Mais on le voit même pas. Il a disparu. C'est dur. Surtout, bon, je pense que les gens qui ont fait ça ont peut-être cru qu'ils allaient brûler des bateaux à des gens qui avaient plein d'argent ou
s'attaquer à des riches. Moi, je suis retraité. Il n'y a pas que des gens riches qui ont des bateaux, il y a des gens qui sacrifient toute une vie pour acheter un bateau. C'est clair. Hein. Voilà. C'est lequel votre bateau? C'est celui qui a appris à nager là. Il est au fond de l'eau là-bas. On le voit plus, on le voit plus. Il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Il est complètement immergé. Tout ce qu'il y avait avec. Et ce bateau, il vous servait à quoi en fait? Oh, moi c'était pour le plaisir. Hein. C'était la pêche, c'est un plaisir, c'est une passion. Hein. Et puis moi, c'est vrai que bon, on a le dimanche, le samedi et le dimanche pour profiter quoi. Aussi comme je le pense, c'est criminel. Enfin, criminel parce qu'ils ont voulu voler, qu'après ils ont foutu le feu. Ça fait râler parce que bon, c'est vrai que bon, c'est notre plaisir quoi. C'est écœurant quoi. Parce que... Du côté de la gendarmerie, l'enquête progresse doucement. À cet instant, le propriétaire du scooter ne s'est toujours pas manifesté, mais le deux roues livre néanmoins ses premiers secrets. Il n'est pas signalé volé, donc on espère que quelqu'un fasse une déclaration de vol. Déjà, premièrement, on aura le propriétaire du scooter. Et dans quelles circonstances on lui a volé, surtout, parce que, bon, apparemment, il n'y a pas de trace d'effraction. L'affaire fait déjà grand bruit dans la presse locale. Pour les journalistes, aucun doute, l'incendie est intentionnel. Une très mauvaise publicité pour Palavas-les-Flots et la tranquillité de ses 90 000 touristes. Ce matin, coup de théâtre. Un adolescent vient de porter plainte pour le vol de son scooter. On l'aperçoit ici avec sa mère. Il vient reconnaître son deux roues. Les parents vont déposer des plaintes de bonne foi. Et après, il faut qu'il nous explique comment son cyclo est arrivé jusqu'ici, quoi. Et c'est là que ça se complique un peu pour lui, quoi. Et ça se complique tellement qu'au bout de 2 heures d'interrogatoire, le jeune n'arrive plus à se justifier. Il craque et avoue tout. Son scooter n'a jamais été volé. C'est avec un complice qu'il a mis le feu au bateau, mais selon lui, c'était involontaire. 4, 5, 6, 7, 8. En attendant d'interpeller l'autre incendiaire, les gendarmes se remettent au travail. Point par point, ils vérifient sur le terrain les aveux du jeune homme. Donc là, ils sont sur le grillage qui est dégradé et où ils sont passés par-dessous. Voilà, il a pris la fuite par là. Tu as 83 mètres hein, à partir du bateau jusqu'au trou où ils ont pris la fuite. À partir du premier gros bateau brûlé. Voilà. Est-ce que ça correspond un petit peu à ce qu'il vous a dit? Pour l'instant, on est pas mal, ouais. Pour l'instant, ça cadre un petit peu avec les premières déclarations. Les gendarmes disposent maintenant d'assez de preuves. Le jeune homme est emmené au tribunal. Les enquêteurs sont à présent en mesure de reconstituer le fil des événements pendant la nuit de l'incendie. Qui c'est qui posait des questions sur l'enceinte tout à l'heure? Ils sont rentrés par là. Ils avaient le booster appuyé contre le grillage. Bon, à quel endroit? Ouais, là, quand le gardien il passe, il voit ça. Il voit le bidon. Il met un shoot dans le bidon. Il dit tiens, il est plein. On sait pertinemment que les aveux ne servent à rien. Par contre, si on a fait des constatations très précises sur les lieux, si à côté, la personne qui a entendu relate ce qui s'est passé, ça corrobore nos constatations, on est dans le vrai. Voici ce qu'il s'est passé sur le port cette nuit-là. Un adolescent arrive pour siphonner l'essence d'un bateau. Imprudent, il manipule une fusée de détresse. Le carburant s'embrase. Paniqué, il prend la fuite. Surpris par la police municipale, l'adolescent abandonne son bidon et rejoint son complice, qui l'attend de l'autre côté du grillage. Coup du sort, le scooter cale. Les jeunes doivent alors le pousser jusqu'à ce qu'il redémarre. Le temps pour la police de les prendre en chasse. La poursuite s'engage, sans succès. Mais le scooter peut permettre de les identifier. Pour brouiller les pistes, les deux jeunes décident alors de s'en débarrasser au bord du canal. En moins de 2 heures, 9 bateaux partent en flammes. Deux jours après le drame, le complice de l'incendiaire vient finalement se rendre. Lui aussi va tout avouer.
Et le dernier point de l'enquête qui restait encore dans l'ombre est élucidé. Les deux jeunes gens n'ont jamais voulu mettre le feu au bateau. On sait effectivement comment ça a démarré, hein. Globalement, ils nous l'ont expliqué, mais c'est pas fait volontairement, c'est pas fait pour détruire le bateau. Voilà, c'est une bêtise, quoi. Qui a mal tourné. Qui a mal tourné parce qu'après il y a des gros dégâts matériels, quoi. Hein. Préjudice de la bêtise? Actuellement, je pense qu'on est à 300 000 € sans problème. 300 000 €, c'est ce que risquent de devoir rembourser les parents des jeunes gens aux victimes du sinistre. Les mineurs, eux, sont mis en examen pour vol en réunion et incendie involontaire, puis remis en liberté en attendant leur procès. 2 jours après l'incendie, Sandrine et Michel Gonzalez sont venus voir une dernière fois leur bateau. La gorge serrée, ils assistent au renflouage des dernières épaves. J'ai mal au cœur, hein. Ah ouais, ça... Vous vous sacrifiez pour acheter un bateau, pour passer la retraite tranquillement, et voilà. C'est malheureux, ça. Et ouais. Et le plus beau, c'est que je voulais le sortir. Il y a 3-4 jours, pour le caréner. Et je remets, voilà, je l'aurais sorti, il n'aurait pas brûlé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le destin, comme on dit. Ce soir, c'est la fête au bord du canal. Au menu, feux d'artifice et concours de beauté. Les vacanciers sont venus nombreux pour admirer les jolies filles. Dans cette atmosphère de fête, ils sont loin de se douter qu'un drame vient tout juste d'être évité, à quelques mètres d'eux. Cet enfant et sa grand-mère sont les victimes d'un accident incroyable. Pour moi, ça va, ça fait que ça. C'est venu là, tout d'un coup, c'est comme si il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien, le son était tout bizarre. Moi, j'avais ma main comme ça, regardez. Ça a brûlé, j'ai senti que j'ai eu peur pour mon petit-fils. Et puis on s'est couché comme ça, j'avais l'impression qu'on n'entendait plus, comme si c'était la guerre, je connais pas, mais bon, ça m'a fait cette impression. L'une des fusées du feu d'artifice a littéralement explosé sur eux. Bien en vacances chez moi, alors... Tu vas, déjà 2. Oh, pauvre chéri. Le petit Lucas est sous le choc. Il a des plaies inquiétantes sur le corps. On va voir ce qu'il y a au niveau du poignet. Sa grand-mère, Marie-France, se plaint de son poignet. Craignant des complications, les pompiers les évacuent tous les deux. Ouais, bah, le médecin va venir le voir pour voir si nous on le garde ou si vous l'amenez chez les brûlés en fait. Mais c'est plutôt ça fait plus plaie que brûlé. Ouais, voilà. S'il a été brûlé, ça peut ne pas se voir et être oui, je préfère que le médecin le voie. tout à fait raison. Le garçon est traumatisé, il a besoin de calme. Le médecin de garde interdit toute visite durant les soins. Pendant sa prise en charge, Marie-France découvre que le feu d'artifice a fait d'autres victimes. Quelle soirée, hein. Vous avez été brûlé également? Moi, un peu ici, un peu dans cela. Mais là, j'ai l'impression que c'est un coup, moi, parce que j'ai senti une grosse boule. Heureusement, je me suis dit... Et là, c'est brûlure? Et là, c'est brûlure, oui. Normalement, la nuit... Par contre, ça, on va regarder pour le... J'étais 2-3 mètres avant la madame avec son petit-fils. Et à peine une minute après le feu d'artifice, j'ai vu une grosse boule de feu arriver vers moi. Donc je me suis vite décalée et je savais pas que ça allait exploser, donc je suis allée droit où ça a explosé. Donc ça fait qu'en fait... Vous entendez plus rien? À moitié, je suis à moitié sourde. Finalement, d'après les radios, les médecins ne décèlent pas de fracture. Mais pour Marie-France et son petit-fils, les vacances sont bien mal commencées. Même si aujourd'hui, Lucas n'a gardé aucune séquelle de son accident,
il continue à avoir une peur panique des feux d'artifice. Retour à Palavas avec la patrouille de nuit. Pourquoi vous partez là? Là, sur un appel errant, c'est un individu qui a appelé la gendarmerie disant qu'il était poursuivi par 3-4 personnes au bout d'un chemin. Donc on pense que c'est à proximité de la fête foraine. Reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Arrivés sur les lieux, ils retrouvent un témoin de l'altercation. L'homme va leur raconter que suite à la bagarre, l'un des protagonistes est revenu, une arme à la main. Pas de conneries, il est armé. Vous l'avez vu partir? Oui, nous on l'a vu, il est passé sur le parking. Où ça, ce parking? D'accord. Il est parti comme ça. Comme ça vers là? Ouais. Il a pu aller Non, là-bas, il y a un gars dans sa voiture, il a rien vu. Il a pu aller à droite. Donc l'individu est revenu avec une arme. On a entendu claquer, il a tiré plusieurs fois. On ne sait pas encore ce que c'est comme arme. Apparemment, il s'en est débarrassé. C'est peut-être une arme à grenaille. En tout cas, c'était pas du gros calibre qu'on a entendu. Tu l'as c'est quoi? Grenaille, je pense. Grenaille. J'ai pas fait sécurité encore. Il y a ceci qui est à côté. Ah. Toi, tu étais où, toi? Tu l'as bien vu? Ah oui, jeter l'arme, oui, il a menacé tout. Ouais. Et en plus, l'arme ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à un 9 mm. Donc une arme de première catégorie, une arme de guerre. Mon collègue a été menacé avec, c'est vrai que ça peut remettre beaucoup de choses en question. On va continuer la patrouille, tout en surveillant toute la commune. On va essayer de tomber sur ce gars. Les policiers patrouillent en direction du centre-ville. Au loin, le gyrophare des gendarmes. D'abord aller voir au camping, pour voir son identité. Et à quel camping? Le camping de Palavas. Palavas camping? Ouais. Les gendarmes ont interpellé un mineur en possession de 5 barrettes de résine de cannabis. Policiers et gendarmes décident de le conduire chez ses parents au camping. Oh, oui. Avec la résine de cannabis sur lui. De quoi? Du shit. Oui. Sur lui. Vous n'entendez pas? Donc, vu qu'il a une quantité Ah, la quantité de portable. Plus 5 barrettes. Ah, donc on va le ramener à la brigade de Palavas. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais, ça, comme tu colles? Tu m'emmerdes la vie pendant longtemps. Alors, combien de fois je t'ai dit, putain? Combien de fois je t'ai dit? Tu sors, y a pas de soucis. Tu touches pas à ces merdes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, bah les couilles, j'ai pas besoin de ça, moi. Ah, tu n'as pas besoin de ça? Alors pourquoi tu les avais sur toi? Pourquoi tu les avais sur toi? Ah, putain. Fais-le rentrer, s'il te plaît. Vous pouvez rentrer? Comment ici? Tu trafiques pas? Tu trafiques pas? Tu trafiques? Non. Sa drogue confisquée, le jeune homme va devoir passer la nuit à la gendarmerie. On va jeter un œil, voir s'il se fait pas lyncher, le gars. Quant aux policiers municipaux, ils repartent sur les traces du tireur en fuite. Les recherches se poursuivent toute la nuit. La ville est passée au crible, en vain. Mais alors qu'ils terminent leur service et qu'ils ont même déjà quitté leur uniforme, les policiers interpellent le fuyard presque par hasard. Le service ne s'arrête jamais. Allez, continue. On avait fini, on a fini un petit peu en retard. Bon, là, on va prolonger, mais bon, pour la bonne cause, il n'y a aucun souci. C'est avec plaisir, donc on y retourne. Plaqué au mur pour une fouille au corps, l'homme n'a toujours pas l'air de réaliser les conséquences de son geste. Les policiers municipaux de Palavas sont armés. L'affaire aurait pu dégénérer. Un petit comportement différent, vous êtes mort.
ou gravement blessé, par rapport au fait que vous portez une arme à la main, que vous avez tiré avant. C'est une arme qui ressemble vraiment à une vraie. Quoi. Puis en plus, c'est une arme qui peut blesser. Bonsoir. Ouais, monsieur. Vous l'avez appelé où? Eh ben, en fait, on a fini, je rentrais, je me suis arrêté à la poste, il m'a demandé du feu, donc j'ai reconnu de suite. D'accord. Donc voilà, j'ai interpellé, mes collègues étaient pas loin, donc ils m'ont assisté. Voilà. Okay. Donc il reconnaît les faits, il reconnaît. Donc, on va partir à place? Oui, en fait, il faut le ramener à la brigade. Vous n'avez pas de chaussures, vous avez rien? Non, bah non, on va aller. C'est maintenant aux gendarmes de prendre le relais de l'enquête. Un officier de police judiciaire procède à l'audition et va vérifier que l'homme n'a pas de casier judiciaire. J'aurais pas été dans cette histoire-là. Vous savez que vous ne devez pas le détenir, encore moins l'utiliser à l'extérieur, on est d'accord? Oui, quelqu'un a crié derrière moi. Manque de bol pour moi, c'était quelqu'un de la police. Et je croyais que c'était un des forains qui essayait de nous rattraper, donc j'ai retiré encore une fois en l'air. En l'air, oui, chaque fois. D'accord. Bah oui, j'ai pas essayé de viser quelqu'un, j'ai tiré en l'air pour effrayer, justement. D'accord. On va vous placer en garde à vue pour ces faits-là. Vous expliquerez et on verra demain avec les décisions du magistrat. D'accord? L'homme n'a jamais eu affaire à la justice. Remis en liberté, son procès se déroulera en novembre prochain. Le lendemain, sur la plage de Sarail, la baignade est interdite. Pourtant, quelques baigneurs persistent à vouloir affronter les vagues. On a de très rares épisodes où les vagues sont aussi importantes, et là, on peut considérer qu'elles sont assez dangereuses. Les baigneurs qui sont ici peuvent se faire prendre dans les vagues, le phénomène de tambour et se faire rouler et ne plus savoir où elles sont. En ne respectant pas les règles de sécurité, ils n'ont pas conscience de mettre leur vie en danger et du coup, celle des sauveteurs. Ce jeune homme allongé sur le sable, lui, n'a pas du tout réalisé le danger. Il est handicapé mental et a bien failli mourir. Julien, je suis là. Son père est à ses côtés, c'est lui qui lui a sauvé la vie. C'est vous qui êtes allé le chercher? Ouais. Il était loin? Ben, il avait dépassé le dernier rocher, là. Oh, ben, je plongeais, on a été dans un tourbillon. Je l'ai attrapé par les cheveux, on s'est mis sur le dos et on est rentré avec la vague. Vous avez remplacé l'oxygène? Non, mais on sait bien. Sa mère a bien du mal à cacher son angoisse. A repris conscience, ventile spontanément, on est en assistance ventilatoire à 15 litres par minute. Le handicap de Julien fait peser des risques sur ses chances de survie. Il a avalé beaucoup trop d'eau. D'accord, ok. Il a eu perte de connaissance ou pas? Le médecin redoute une infection. Son état nécessite un transfert par hélicoptère vers l'hôpital. À le prendre dans le SAV, on va faire venir les Allez, on va y aller. Allez. Là, c'est trop dangereux avec les gens qui sont autour, là. Puis la mer est en train de monter, donc il ne faut pas prendre de risque. On va le poser sur le stade qui est à côté. OK? Là-bas, je suis retourné. Vous êtes à 10 minutes. Mettez sur leur coquille et nous on prend le leur. Je suis devant. OK, c'est bon. Avec tes mains, c'est bon. C'est bon, les roues sont là. C'est bon, allez. Dans 10 minutes, on est posé à la Péronie. Hein? Le médecin ne peut pas traiter Julien comme un patient normal. Le jeune homme suit un traitement médical et l'urgentiste doit l'endormir pour éviter des convulsions. C'est parfait. Serge, son père, est venu à l'hôpital par ses propres moyens. Il refuse de quitter son fils et continue de lui parler jusqu'au service de réanimation. Voilà. On a tiré déjà beaucoup de sable, hein, mais il en reste.
Pendant que les médecins s'activent autour de Julien, Serge, lui, fait les 100 pas dehors. Il ressasse les images de son fils, entraîné par les vagues. Voilà, il faut fermer le Vous êtes ému, ça se sent. Pardon? Vous êtes ému? Oui, parce que... Mais comme je le répète, hein, quand ça m'est tombé sur la tête, hein, ben tant pis, il file. On est compte, il file. Et il est là. Il est là, il s'occupe de lui aux urgences. Oui. Ça... Julien a eu beaucoup de chance, les sauveteurs sont intervenus à temps. Le jeune handicapé restera quelques jours à l'hôpital, en réanimation. À sa sortie, nous retrouvons Julien et ses parents. Le souvenir de sa noyade est un moment terrible qu'il tente d'exorciser en revenant sur les lieux du drame. Voilà, tu te rappelles Julien? Regarde. Hein? Le bout du rocher là. Tu te rappelles? Hein? Il m'a vu, il avait encore la tête dehors et il m'a fait « Papa ». Il a toujours été conscient. Bon, après, bon, c'est sûr qu'il a encore rebu quand il était sur le dos. C'est sûr que là, on s'est fait asperger sans arrêt. Mais il a été conscient jusqu'à temps que je l'attrape. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? J'ai pensé, on rentre pas. Vous avez peur? Non, je veux pas dire que c'est une peur, mais j'ai dit, on rentre pas. Je me suis mis ça dans la tête. Et comme il y avait des vagues, je voyais plus rien. J'ai dit, ça y est, les pauvres, ils sont disparus tous les deux. Et puis après, j'étais tétanisée. Hein. J'ai même pas pu avancer sur la plage. Je suis restée bloquée sur ma terrasse. Et puis après, bon, je les ai vus sortir de l'eau, puis du monde qui arrivait. Hein? Ah mais non, t'as pas peur d'aller à l'eau. Ah non, c'est la faute, t'as pas de chance un peu de peu. Hein? T'as pas peur d'aller à l'eau. Ouais, voilà, c'est mieux. Cet été, les anges gardiens des vacanciers de Palavas-les-Flots n'ont pas chômé. Policiers municipaux et gendarmes ont assuré nuit et jour la sécurité de 90 000 touristes. L'hélicoptère de la sécurité civile a secouru près d'une centaine de personnes et 15 000 patients sont passés par le service des urgences de Montpellier. Après avoir surveillé les plages de Palavas et sauvé près d'une dizaine de vies, Fabienne est allée profiter à son tour de la mer, mais en Guadeloupe. Gilles et ses collègues continuent leur patrouille de nuit dans une ville assagie après le départ des touristes. Quant au docteur Taleb, il prend toujours soin de garder sa bonne humeur en toutes circonstances.